Laissez cette question résonner. Elle ne trouvera pas de réponse facile. Elle ne mérite pas de réponse facile. Parce que ce qui se joue en ce moment dans les couloirs du tribunal arbitral du sport à Lausanne, dans les bureaux climatisés de la CAF au Caire, dans les auditions disciplinaires par visioconférence entre des dirigeants de fédérations africaines, tout cela se joue en même temps que 10 équipes africaines s'apprêtent à entrer dans les stades des États-Unis, du Canada et du Mexique avec l'ambition la plus grande de leur histoire collective. 10 équipes, un record absolu. Le chiffre le plus élevé qu'un continent africain ait jamais envoyé à une Coupe du Monde. Et au même moment, le titre de champion d'Afrique 2025 est encore suspendu dans un vide juridique au-dessus des Alpes suisses, contesté, litigieux, disputé comme une propriété dont on ne sait plus à qui elle appartient. C'est dans cet espace entre la grandeur annoncée et la crise silencieuse que cette histoire prend tout son sens. Pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, il faut revenir au 18 janvier 2026, pas au score, pas aux statistiques, mais à l'atmosphère, Marrakech, un stade plein, une finale de Coupe d'Afrique des Nations entre le pays organisateur, le Maroc, et le champion en titre, le Sénégal, deux civilisations footballistiques, deux projets tactiques profondément différents, et une tension dans l'air que même les caméras de télévision ne pouvaient pas vraiment capturer, parce que cette tension-là venait de quelque chose qui précédait le coup d'envoi. Elle venait de l'histoire, du contexte, du poids, de ce que chaque camp représentait sur le continent. Le Sénégal avait remporté son premier titre africain en 2022. Il revenait avec Sadio Mané vieillissant, avec une génération en transition, mais avec une équipe construite sur une solidarité défensive et une intensité collective que peu d'observateurs avaient su mesurer avant le tournoi. Le Maroc, de son côté, était en territoire connu, son propre territoire, au sens littéral. Pays hôte, soutien populaire total, et une structure tactique rodée depuis des années par Mohamed Wabi, héritier d'un football qui avait atteint le dernier carré du mondial 2022 et ne voyait plus les demi-finales comme un horizon inatteignable. Ce soir-là, le Sénégal marqua un seul but tardif mais suffisant, puis vint ce moment, un pénalty accordé au Maroc dans le temps additionnel, la contestation des joueurs sénégalais, et ensuite, et c'est là que tout bascule, une sortie du terrain, pas une sortie définitive, une sortie temporaire, une protestation physique, un mouvement collectif qui dura 17 minutes selon les sources. Brahim Diaz rata le pénalty. Le but de Pape Gueye confirma la victoire sénégalaise. Et dans la logique sportive, dans la réalité du résultat, le Sénégal était champion d'Afrique. Mais le football africain n'est pas seulement une réalité sportive. Il est aussi, de plus en plus, une réalité juridique. Et c'est là que le feuilleton commence véritablement. La CAF, dans un premier temps, confirma le résultat. Le jury disciplinaire, présidé par la vice-présidente kenyane Jane Njeri Onyango, déclara la plainte marocaine non fondée. Le Sénégal était champion. Les sanctions tombèrent sur les deux équipes pour les comportements constatés. Le sélectionneur Pape Bouna Thiaw fut suspendu 5 matchs et frappé d'une amende de 100 000 $. Mais le titre restait acquis, noir sur blanc, certifié. Ce qui suivit redéfinit les contours de ce qu'on peut encore appeler une certitude dans le football africain. Le Maroc fit appel, la Fédération royale marocaine de football invoqua les articles 82 et 84 du règlement de la CAN, ceux qui disposent que toute équipe refusant de jouer ou quittant le terrain avant la fin réglementaire sans autorisation de l'arbitre doit être considérée perdante et définitivement éliminée. Le jury d'appel de la CAF, réuni le 17 mars 2026, rendit une décision qui stupéfia une grande partie du continent africain. Le Sénégal était déclaré perdant par forfait. Le score administratif de 3-0 fut attribué au Maroc. Le titre de champion d'Afrique changeait de main, pas sur un terrain, pas devant des tribunes, dans un bureau. Il faut s'arrêter ici et mesurer ce que cette décision signifiait réellement. Pas sur le plan émotionnel. Cette dimension-là appartient aux supporters et ce n'est pas le sujet de cette analyse. Mais sur le plan institutionnel, sur le plan du droit du sport, sur le plan de ce que le football africain dit de lui-même quand il rend ce type de verdict. Une équipe avait gagné un match sur le terrain, elle avait marqué, l'adversaire avait raté son penalty, le score final avait été établi et quelques semaines plus tard, sur la base d'une interprétation réglementaire contestée, ce résultat avait été effacé. Pas annulé pour dopage, pas invalidé pour fraude. Effacé parce que des joueurs étaient sortis du terrain pendant 17 minutes pour contester une décision arbitrale et étaient revenus pour finir le match.
Des juristes du sport ont immédiatement souligné ce que cette décision comportait de problématique. Les articles 82, 83 et 84 du règlement de la CAN sont rédigés avec une imprécision normative qui laisse une marge d'interprétation trop large. Le concept de refus de jouer est-il la même chose qu'une interruption temporaire ? Les précédents du TAS dans des affaires similaires, l'affaire Wydad, le match Mali-Tunisie, la rencontre Serbie-Albanie, avaient systématiquement établi une distinction entre les deux. Une sortie temporaire de protestation, suivie d'un retour sur le terrain et d'une reprise du jeu, ne constitue pas, dans la jurisprudence sportive internationale, un refus de jouer au sens propre du terme. C'est une lacune normative. Et la CAF, en ne l'ayant jamais comblée avant cette finale, a créé la condition même de sa propre crise. La Fédération sénégalaise de football saisit le tribunal arbitral du sport le 25 mars 2026. L'appel fut officiellement enregistré. Le TAS, basé à Lausanne, notifiait dans son communiqué de presse que la FSF demandait l'annulation de la décision de la CAF et la déclaration du Sénégal comme vainqueur de la compétition. Parallèlement, le TAS accordait à titre conservatoire une suspension provisoire de l'attribution du titre au Maroc, ce qui signifie concrètement qu'au moment où ces lignes sont analysées, aucun trophée n'est définitivement attribué. Le titre de champion d'Afrique 2025 est juridiquement en suspens. Le Maroc fut invité à transmettre son mémoire en défense avant le 7 mai 2026. Des rumeurs circulèrent sur un possible retard. La polémique enfla sur les réseaux sociaux, alimentée par des lectures parfois inexactes du code de procédure du TAS, qui prévoit que lorsqu'un délai expire un jour non ouvrable, il est automatiquement prolongé au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, le 7 mai tombait sur un mercredi, mais les équipes juridiques marocaines choisirent de transmettre leur mémoire le lundi 11 mai, dans ce qu'elles présentèrent comme un délai parfaitement conforme. Le greffe du TAS, selon les informations disponibles, ne rejeta pas ce dépôt. La procédure se poursuit. Sur ce dossier encore ouvert, une autre dimension s'est ajoutée. L'avocat sénégalais Maître Seydou Diagne annonça le dépôt imminent d'une plainte pénale pour corruption visant 5 personnes sans en révéler les identités. La plainte devait être déposée aux États-Unis sur la base d'éléments que la défense sénégalaise décrivait comme légitimes pour demander l'ouverture d'une enquête pénale internationale. Aucune précision supplémentaire ne fut apportée publiquement sur la juridiction américaine visée ni sur le fondement légal exact de la démarche. Mais le seul fait que des représentants d'une fédération nationale africaine évoquent une enquête pénale internationale autour d'une décision institutionnelle liée à un match de football dit quelque chose que les communiqués officiels ne peuvent pas effacer. Il dit que la confiance entre les acteurs de ce système est brisée, pas fissurée, brisée. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, reconnut lui-même que l'imbroglio autour de la CAN 2025 imposait une refonte profonde des statuts et règlements de l'instance. Il annonça des réformes structurelles destinées à garantir l'indépendance des organes juridictionnels, à restaurer la crédibilité de l'arbitrage africain et à établir une politique de tolérance zéro contre la corruption. Des déclarations importantes, des intentions déclarées. Mais entre une déclaration d'intention et un changement systémique, il y a un gouffre que l'histoire du football africain a déjà creusé plusieurs fois sans jamais véritablement le combler. Et pendant que cette procédure se déroulait, pendant que les avocats des deux fédérations échangeaient leur mémoire en Suisse, l'Afrique préparait sa plus grande délégation de l'histoire pour la Coupe du Monde 2026. 10 équipes, un nombre rendu possible par l'élargissement du tournoi à 48 sélections. Un chiffre qui représente pour beaucoup une validation de la montée en puissance structurelle du football africain. Le Maroc, classé 8e nation mondiale par la FIFA, entrait dans ce mondial avec la conscience d'avoir atteint le dernier carré de Qatar 2022, première nation africaine de l'histoire à accomplir cela. Le Sénégal, 14e au classement mondial, portait les ambitions d'une génération qui voulait transformer l'épopée de 2002, les quarts de finale de leur première participation, en quelque chose de plus grand, de plus définitif. Mais c'est précisément là que la question initiale de cette analyse prend toute son acuité. Peut-on porter les ambitions d'un continent vers les sommets du football mondial tout en étant en guerre institutionnelle avec lui-même ? Le feuilleton ne s'arrêta pas avec le TAS. Le football a cette capacité cruelle d'imposer de nouvelles scènes avant même que les précédentes ne soient résolues. Le 28 mai 2026, à Rabat, une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 opposa le Maroc au Sénégal. Le Sénégal s'imposa. La qualification en finale lui permettrait ensuite de remporter le titre continental en battant la Tanzanie au bout du suspense.
les Lionceaux de la Teranga devenaient champions d'Afrique dans la catégorie des moins de 17 ans, sur le terrain, clairement. Mais le contexte dans lequel se déroula la demi-finale fut lui-même une source d'inflammation. Un pénalty égalisateur accordé au Maroc à la 96e minute, dans les derniers instants du temps additionnel, suscita une controverse immédiate sur la présence d'un joueur marocain dans la surface de réparation avant la frappe. Ce qui, selon les règles du jeu, constituerait une irrégularité devant entraîner la réexécution du tir, voire son annulation. La CAF et les arbitres ne réagirent pas publiquement à ces discussions. Le match se termina par une victoire sénégalaise au tir au but. Ce qui suivit fut un signal de plus, un signal que beaucoup choisissent de minimiser, mais que l'analyse institutionnelle ne peut pas se permettre d'ignorer. La Fédération royale marocaine de football déposa une plainte auprès de la CAF pour incidents survenus en marge de la rencontre. La plainte porta sur des comportements décrits comme provocateurs de la part de responsables sénégalais. La commission de discipline de la CAF convoqua par visioconférence 2 dirigeants de la Fédération sénégalaise de football, Yaya Baldé et Abdoulaye Sow, pour les entendre dans le cadre d'une procédure disciplinaire formellement ouverte. Si l'on recule légèrement et qu'on regarde la séquence dans son ensemble, la finale de la CAN 2025, le recours devant le TAS, la plainte pénale pour corruption, puis maintenant la CAN U17 et une nouvelle procédure disciplinaire contre des dirigeants sénégalais, on voit se dessiner quelque chose qui dépasse la simple somme des incidents individuels. On voit une relation institutionnelle entre 2 fédérations majeures du football africain qui a atteint un niveau de tension que le système normal de résolution des conflits sportifs n'est plus en mesure de contenir. Ce n'est plus une dispute sur un match. C'est une crise de confiance structurelle qui s'est enquistée dans les rouages même de la gouvernance africaine du football. Il est important ici de résister à la tentation du récit bilatéral simple, le Maroc contre le Sénégal, les Arabes contre les Subsahariens, le Nord contre le Sud du continent. Cette réduction serait paresseuse et inexacte. Ce qui se joue est plus complexe et plus systémique. Il y a d'un côté une fédération, la FRMF, dont le président, Fouzi Lekja, est régulièrement décrit dans les médias africains et internationaux comme l'une des figures les plus influentes, sinon la plus influente, au sein des structures de la CAF. Cette influence n'est pas un secret. Elle est documentée dans les décisions de gouvernance, dans les nominations, dans la façon dont les appels d'offres et les calendriers de compétition ont évolué ces dernières années. Elle ne constitue pas en elle-même une preuve de malhonnêteté, mais elle pose une question d'apparence, une question que le droit, même le droit sportif, prend très au sérieux. Est-ce que les instances disciplinaires et juridictionnelles de la CAF peuvent être perçues comme suffisamment indépendantes pour trancher des litiges dans lesquels l'une des parties jouit d'un tel niveau d'influence institutionnelle? C'est une question que la partie sénégalaise a formellement posée. C'est une question à laquelle ni la CAF ni la FRMF n'ont répondu publiquement. Et c'est une question que le TAS, à travers sa procédure d'appel, va devoir adresser d'une façon ou d'une autre, même si c'est indirectement, même si c'est dans les nuances de sa motivation juridique. Ce qui rend cette situation particulièrement grave, et c'est là le cœur de ce que cette analyse veut pointer, ce n'est pas le litige en lui-même. Les litiges sportifs existent partout dans le monde. La FIFA a ses propres scandales, ses propres procédures, ses propres zones d'ombre. L'UEFA a traversé des crises institutionnelles. L'arbitrage contesté est aussi vieux que le football lui-même. Ce qui est grave, c'est le moment où tout cela se produit. L'Afrique allait entrer dans son mondial le plus ambitieux de l'histoire avec un titre continental en suspens devant une juridiction suisse. Le Maroc, la nation qui représente le sommet de l'accomplissement footballistique africain depuis Qatar 2022, allait entamer sa phase de groupe face au Brésil dans un contexte où son propre titre continental était juridiquement contesté. Le Sénégal, 2e équipe africaine dans les classements mondiaux, membre d'une poule redoutable aux côtés de la France et de la Norvège, allait disputer ce mondial sans savoir si ses joueurs et ses dirigeants étaient symboliquement reconnus comme champions d'Afrique ou comme perdants par forfait. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans le fait que, pour la première fois de son histoire, l'Afrique entrait dans une Coupe du Monde avec 10 équipes et que 2 de ses représentants les plus importants n'avaient pas encore résolu entre eux à qui appartenait leur propre titre continental. On parle souvent, et à raison, du plafond de verre que le football africain doit briser sur le plan sportif. Qatar 2022 a fissuré ce plafond. Le Maroc, en demi-finale, battant l'Espagne et le Portugal sur son chemin, a démontré quelque chose que les Africains savaient depuis longtemps et que le reste du monde refusait de voir. Le football africain n'est pas condamné à s'arrêter au quart de finale. Il peut aller plus loin, il peut gagner.
Mais briser un plafond sportif ne suffit pas si, en dessous, les fondations institutionnelles sont en train de céder sous le poids de leurs propres contradictions. L'analyse tactique et structurelle des équipes africaines qualifiées pour ce mondial révèle d'ailleurs une réalité que les polémiques juridiques risquent de faire oublier. Le Maroc se présente avec un effectif d'une densité exceptionnelle. Achraf Hakimi au sommet de sa maturité tactique. Brahim Diaz évoluant désormais avec une liberté de mouvement dans la zone de transition qui force les blocs médians adverses à se reconfigurer en permanence. Yassine Bounou, l'un des gardiens les plus complets de la planète. Nousser Mazraoui, capable d'occuper plusieurs positions sur la ligne défensive, et une culture collective, un pressing haut, une intensité dans la récupération, une organisation en phase défensive qui avait déjà résisté aux assauts des meilleures nations européennes. Cette équipe-là peut faire des choses extraordinaires en Amérique du Nord si elle arrive avec la tête dans le bon espace mental. Le Sénégal, de son côté, dispose d'une architecture de jeu moins spectaculaire, mais tout aussi redoutable. La solidarité défensive est la marque de fabrique de Pape Bouna Thiaw ou de son successeur si la suspension venait à se confirmer en ce début de mondial. Le bloc bas bien organisé, les transitions rapides vers l'avant, la capacité à exploiter les espaces laissés par des équipes qui viennent chercher le match. Dans la poule 1, face à la France de Mbappé et à la Norvège d'Haaland, cela demandera une gestion tactique et mentale parfaite. Mais le Sénégal a montré au cours des dernières années qu'il savait gérer ces moments-là. La victoire à la CAN 2022, les éliminatoires du mondial maîtrisés jusqu'à la dernière journée, ce sont des preuves d'une maturité collective en progression. Le reste du contingent africain dessine lui aussi un tableau fascinant. L'Algérie, 28e au classement mondial, revient au mondial après une absence remarquée, portée par une génération qui a grandi dans les clubs européens les plus exigeants. L'Égypte de Mohamed Salah, 9 buts en qualification, une machine à but qui retrouve l'atmosphère mondiale après avoir manqué Qatar 2022, arrive avec la conscience de ses limites collectives, mais la confiance d'avoir un joueur capable de changer n'importe quel match à lui seul. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre dans sa propre catégorie senior, celle de 2023, dispose d'une profondeur d'effectifs impressionnante. L'Afrique du Sud revient sur la scène mondiale 15 ans après avoir accueilli la compétition sur son sol avec le sentiment d'une obligation morale autant que sportive. Et des nations comme le Cap-Vert, dont la présence dans ce tournoi représente à elle seule une victoire contre toutes les logiques du football mondial, confirment que l'émergence africaine n'est pas le monopole de quelques grandes nations traditionnelles. 10 équipes, 10 histoires, 10 façons différentes d'incarner un continent. Et pourtant, au moment même où toutes ces histoires auraient dû se raconter librement, sans parasitage, dans la lumière des premiers matchs, un litige juridique et institutionnel contaminait l'atmosphère. Pas un litige extérieur au continent, une dispute interne. Une plainte africaine contre une décision africaine devant une juridiction non africaine. Un titre continental africain dont le dépositaire légitime sera décidé en Suisse, dans une ville dont la plupart des supporters ayant regardé la finale de janvier 2026 ne sauraient le pas placer sur une carte. Il y a dans cette image quelque chose d'emblématique de la condition du football africain en 2026. D'un côté, une puissance montante, réelle, documentée, incarnée dans les corps et les esprits de joueurs formés en Europe, mais profondément ancrés dans leurs histoires nationales. De l'autre, un système de gouvernance qui n'a pas encore trouvé les mécanismes capables de gérer les conflits que sa propre croissance génère. Un continent qui a appris à jouer au football au plus haut niveau mondial, mais dont les institutions footballistiques fonctionnent encore selon des logiques d'influence, de pression et d'opacité qui appartiennent à un autre âge. La réforme annoncée par Patrice Motsepe, la refonte des statuts, l'indépendance des organes juridictionnels, la tolérance zéro contre la corruption est une réponse nécessaire. Mais une annonce n'est pas une réforme. Et une réforme annoncée dans le contexte d'une crise n'est pas la même chose qu'une réforme construite avant que la crise ne survienne. Le football africain a besoin de la seconde. Il a trop longtemps vécu avec la première. Ce qui se passera à Lausanne dans les prochaines semaines ou les prochains mois, quand le TAS rendra sa décision sur le recours sénégalais, ne changera pas le mondial en cours. Le football avance, indifférent au prétoire. Les matchs se joueront, les buts seront marqués, les histoires seront écrites sur les pelouses d'Amérique du Nord. Mais la décision du TAS changera quelque chose de plus durable. Elle dira au monde entier ce que le football africain fait de sa propre légitimité sportive. Si le TAS rétablit la victoire sénégalaise, il enverra un signal fort sur la primauté de la vérité du terrain sur l'interprétation réglementaire contestée. Si le TAS confirme la décision de la CAF,
Il validera un précédent juridique dont les conséquences pour la gouvernance sportive africaine seront complexes à mesurer. Dans les deux cas, quelque chose restera. Une cicatrice, une fracture dans la confiance entre deux nations footballistiques majeures qui auraient dû arriver à ce mondial soudé dans une ambition commune. Cette fracture-là ne sera pas réparée par une décision de tribunal. Elle sera réparée, si elle est réparée, par une volonté politique et institutionnelle que ni le Maroc, ni le Sénégal, ni la CAF n'ont encore clairement manifestée. Et pendant ce temps, sur les pelouses de Dallas, de New York, de Los Angeles, les joueurs africains joueront. Hakimi effacera des défenseurs. Salah cherchera ses angles. Les Lionceaux du Sénégal U17, tout juste sacrés champions d'Afrique, dans un tournoi lui aussi marqué par les tensions entre les deux fédérations, partiront eux aussi au mondial des moins de 17 ans, qualifiés avec les 4 demi-finalistes. Une nouvelle génération africaine en marche, portant les rêves d'un continent, consciente ou non des batailles qui se mènent en leur nom dans des salles de réunion qui sentent le plastique froid et le café de machine. C'est peut-être là, dans cette jeunesse qui joue sans encore connaître toute la complexité de ce qu'elle incarne, que réside la réponse à la question posée au début. Non pas une réponse rassurante, pas une promesse, juste un signe que, quelle que soit la profondeur des fractures institutionnelles, il y a dans le football africain une vitalité qui refuse de s'arrêter, une vitalité qui court, qui dribble, qui marque, qui souffre, qui recommence. Le football africain n'a pas besoin qu'on lui pardonne ses crises. Il a besoin qu'on l'aide à construire les institutions qui lui permettront de les éviter. La différence entre ces deux besoins est exactement la différence entre la sympathie et le respect. Ce continent est en train de demander le second. La question est de savoir si les structures qu'il s'est données sont capables de l'offrir.